météo. Revoir le bulletin du jour. Une seule adresse, alpes.france3.fr. Madame, Monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus dans les Alpes. Merci de nous rejoindre. Alors, au sommaire de votre journal régional, quand la politique s'invite en station en montagne, le Parti communiste français plante le décor de son université d'été au Carélis en Savoie. Le PC qui se met en ordre de marche pour les régionales. Pendant une semaine, Aiguebelette, capitale mondiale de la planète aviron. Les compétitions, c'est parti. Invité du journal dans quelques instants, Jean-Christophe Roland, président de la Fédération internationale des sociétés d'aviron. Un an avant les Jeux, nous verrons avec lui les forces en présence et puis les chances de la France dans cette compétition. Enfin, nous prendrons la direction de la Finlande à l'occasion de la Hockey Champions League avec nos envoyés spéciaux Johan Etienne et Yves-Marie Glo. La Finlande, 276 patinoires, 65 000 licenciés. C'est vraiment une terre de hockey. Alors, dans moins de 6 mois, vous allez devoir retrouver et ressortir votre carte d'électeur. On vote, vous le savez, pour les régionales, la grande région Rhône-Alpes-Auvergne. Alors, si c'est un peu loin de vos préoccupations, les partis politiques, eux, s'organisent. On commence par l'université d'été du Parti communiste français qui avait pris ses quartiers, c'est une tradition, au Carélis, en Savoie. Reportage Joël Serreni et Cédric Picot. Il nous faut voir l'engagement militant comme quelque chose de continu. Le sexisme ordinaire, l'échec scolaire, la révolution numérique ou encore les nouveaux défis du parti. Durant tout le week-end, les communistes ont débattu des sujets les plus divers. Un temps de réflexion, un temps aussi de préparation avant l'échéance électorale de décembre prochain. Les régionales dans tous les esprits, avec un objectif affiché, rassembler les forces de gauche. Mais en Rhône-Alpes, les tentatives ont jusque-là échoué. Nous étions prêts à aboutir à un accord, mais ça a buté sur le fait que les écologistes ont refusé les candidatures d'André Chassaigne et de Cécile Cukierman, pourtant choisies à l'unanimité par les communistes. On compte sur le bon sens pour que l'ensemble des forces, sur la base du refus de l'austérité, l'ensemble des forces de gauche se rassemblent pour ces élections régionales, sachant que notre adversaire à nous, c'est la droite rassemblée derrière Wauquiez. Les communistes ont fait un choix clair, un choix national, construire dans les 13 régions des listes qui rassemblent toutes ces forces, les forces du front de gauche et toutes les forces citoyennes disponibles. En terre savoyarde, cet appel au rassemblement résonne comme un vœu pieux, bien loin des réalités politiques de la nouvelle région Rhône-Alpes-Auvergne, et en particulier de Grenoble, où le parti de gauche et les écologistes gèrent ensemble la ville, sans les communistes. La situation d'Europe Écologie Les Verts est un peu instable. Et donc je pense que s'il y a une opportunité d'ouvrir une discussion qui respecte l'ensemble des partenaires, nous allons dire banco dans les jours à venir. Les militants décideront de la conduite à tenir de leurs candidats. Alliance avec les socialistes, ou les Verts et le parti de gauche, ou encore un vaste rassemblement élargi, résultat de cette consultation nationale en milieu de semaine prochaine. Pendant ce temps-là, également en altitude, le député maire du Puy, Laurent Wauquiez, a également lancé les hostilités pour les Républicains avec une ascension symbolique du Mont Mézinc en compagnie du Savoyard et UDI Patrick Mignola et dans leur sillage, Charline Coca et Maurice Tchouka. Cette rentrée, Laurent Wauquiez la veut symbolique. Au pied du Mont Mézinc, à plus de 1300 mètres d'altitude, le député maire du Puy souhaite prendre de la hauteur et changer d'air. Le but, c'est un nouveau souffle. Notre région, elle a besoin d'un nouveau souffle. Et il n'y a pas de plus beau lieu pour le faire. Et c'est le premier message. Et le deuxième message aujourd'hui, c'est le rassemblement. Nous, on est unis. Nous, on est rassemblés. Les Français ne supportent plus les politiques qui se divisent. La gauche se déchire, le FN se déchire. Nous, on est unis. Et ce lieu, c'est tout un symbole. Parce que c'est ici que se touchent Rhône-Alpes et l'Auvergne. Après plusieurs mois de tractation, c'est accompagné de Franck Régnier de l'UDI et de Patrick Mignola du MoDem que le candidat au régional entame sa campagne. Des alliances encore mal digérées pour le MoDem notamment, où un mouvement de fronde est en train de se créer. Patrick Mignola préfère tempérer. Il y a un travail qui se fait. C'est un travail courageux. Parce qu'il n'y avait rien de plus simple finalement que de partir chacun sous sa bannière et chacun sous sa couleur et d'essayer de cultiver ses différences et ses indépendances pendant 6 mois. Du côté des militants, ces alliances sont plutôt vues d'un bon œil. Ils étaient près de 1500 aujourd'hui, venus de tous les départements de la future grande région.
Il y a du bon des deux côtés et toutes les bonnes volontés sont à prendre sans regarder peut-être trop le parti, parce que la droite est grande, c'est une grande famille et je pense que toutes les bonnes idées sont à récupérer partout. Il y a 12 départements là, qui souhaitent prendre en charge. Donc Laurent, je pense qu'il est le meilleur pour réunir, pour rassembler tout le monde. Début d'une longue marche, 4 mois de campagne attendent le candidat. C'est un peu un chemin de croix cette rentrée politique. Ah non, au contraire, c'est une ascension paisible. Regardez un peu ça. C'est extraordinaire. Vous avez vu le soleil? Ouais. Une rentrée presque sans nuages donc. Les alliances avec le MoDem et l'UDI devraient être définitivement conclues à la mi-septembre. Et puis sur la route des retours, regardez cette info à découvrir sur notre site internet. Un feu de broussailles hier soir vers 22h a entraîné 12 km de bouchons sur l'A7 à Salaise-sur-Sanne. Une habitante du secteur a même filmé des images à découvrir dans notre article. Sachez encore qu'à Aix-les-Bains, la circulation ferroviaire a été perturbée en début d'après-midi. Une femme d'une 50aine d'années a été percutée par un train. Nous parlons maintenant d'une bataille engagée dans un petit village du Nord-Isère, Brézin, qui possède 2 églises, dont une désaffectée. Une partie des habitants voudrait bien conserver ce pan de leur patrimoine, de leur histoire. Reportage Marion Feutry et Nathalie Rapuc. Imaginez le temps, le soin pour bâtir chaque rangée jusqu'en haut. Aujourd'hui désaffecté, désacralisé, l'édifice est voué à la démolition. Ses défenseurs réclament sa réhabilitation. J'ai des aïeux donc enterrés juste à côté, le cimetière qui est à Tenant. Ça fait partie de mes racines. Cette église fait partie de mes racines. La voir disparaître, c'est une partie de mes racines qui disparaît. Et le combat s'organise. Seuls les points inscrits à l'ordre du jour peuvent être évoqués à l'Assemblée générale. Après la pétition, les recours gracieux, les opposants à la démolition viennent de constituer une association. C'est le seul moyen de pouvoir discuter d'égal à égal avec le conseil municipal. Là, ça s'aggrave quand même de plus en plus. La municipalité dit avoir essayé de trouver des solutions. Problème, rénover et aménager ce bâtiment coûterait très cher, près d'1 million d'euros d'après le maire. Donc la décision qui a été prise, c'est on fait tomber l'église et puisqu'il y a des acheteurs du terrain, on leur vend le terrain. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une dépense pour la commune, ça faisait une recette. Entre la municipalité et les opposants, le bras de fer ne fait que commencer. Une bataille patrimoniale plus que religieuse. La communauté catholique de Brézin a toujours son lieu de culte. La 2e église du village, elle, restera debout. On poursuit au Motier, petit village du Nord-Isère. Un incendie très violent a éclaté hier soir sur le parking de la fête de la patate. Vous le voyez, 11 voitures sont parties en fumée. Un homme de 75 ans a d'ailleurs fait un malaise en voyant sa voiture brûler. Il va bien aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, les gendarmes ont pensé qu'il s'agissait d'un incendie criminel. Mais finalement, il pourrait s'agir d'un court-circuit qui serait à l'origine de ce sinistre. Alors, la fête de la patate dans ce petit village du Motier, c'est une véritable institution. 10 000 personnes viennent fêter cette royale tubercule dans une très jolie ambiance. Aurélie Massé et Bertrand Tang en sont revenus enthousiastes. C'est une fierté locale. La pomme de terre du Motier, célébrée chaque année par cette grande foire. On y vient de toute l'Isère et parfois même de bien plus loin à la rencontre de ses producteurs. Ici, un sol exceptionnel donnerait à ce tubercule une saveur particulière. Allez, tu nous en mets un, Clément, tu nous aides? Le Motier, c'est le pays de la pomme de terre. On a de la terre avec beaucoup de cailloux. Et les patates ont un parfum particulier et elles se conservent bien. Alors, c'est le pays de la pomme de terre. C'est pour ça que les gens viennent de loin. On a des clients qui sont venus à plus de 150 km et tout ça pour chercher un sac de patates. David Ferrand assure la livraison au coffre de la voiture. Avec en prime quelques petits conseils pour conserver au mieux ses pommes de terre. Ce couple a de quoi passer l'hiver tranquille. Et pour ceux qui ne repartent pas avec, la pomme de terre du Motier est aussi la reine de la buvette. La fête de la patate, c'est une équipe de bénévoles il y a 13 ans qui ont dit il n'y a rien au Motier, il faut absolument faire quelque chose. Comme des petits villages autour, on a dit on va faire une petite foire tranquille. Donc on a fait cette petite foire tranquille la première année. Ça a été un succès, dès le départ. Avec les années, de nouvelles idées sont arrivées comme cette expo patate.
on pouvait y découvrir 170 variétés, aux noms, aux formes et aux couleurs parfois surprenants. Aujourd'hui, c'est malheureux, mais on achète de la pomme de terre. On ne regarde pas si c'est une variété ou l'autre, si celle-là est meilleure que l'autre, c'est de la pomme de terre. Vous mangez des chips, là, des machins, c'est de la pomme de terre. Mais il y a quand même encore une certaine quantité de personnes qui savent apprécier une bonne pomme de terre. Le conseil d'Albert, laissez-vous étonner par la pomme de terre et ne la considérez plus comme une vulgaire patate. Voilà, après le conseil d'Albert, place au sport. Maintenant, les mondiaux d'aviron à Aiguebelette, en Savoie, c'est parti. Pendant une semaine, l'élite des rameurs mondiaux va en découdre sur les eaux turquoises du lac Savoyard. Alors, 1300 rameurs, 450 bateaux, 77 nations, 32 000 spectateurs. Une sacrée organisation pour que la fête soit belle. Reportage Marion Feutry et Nathalie Rapuc. Sur les eaux d'Aiguebelette, les premiers coups de pelle des meilleurs rameurs de la planète. 1300 compétiteurs vont s'affronter dans ce championnat du monde sur ce lac Savoyard, réputé comme le paradis de l'aviron. C'est vraiment beau. C'est le plus bel endroit où j'ai jamais ramé. L'eau est claire et si plate aujourd'hui. Des conditions parfaites. Tout le monde est si accueillant ici. Tous les spectateurs, les bénévoles, tout le monde. Et les femmes sont belles ici aussi. Les athlètes peuvent bien profiter, car en coulisses, 600 personnes sont investies pour l'événement. Comment on peut éventuellement améliorer le parc à vélo? Du parc à vélo aux piscines de récupération pour les sportifs, Pascal Clérec est sur tous les fronts. C'est elle qui a préparé pendant des mois tous les aménagements nécessaires à une telle compétition. La priorité, ça a été les athlètes. On voulait qu'ils puissent avoir des équipements qui soient à la hauteur de leurs attentes, qu'ils puissent pouvoir s'entraîner, s'échauffer de manière optimum pour pouvoir avoir les meilleurs résultats. Car Aiguebelette a une réputation à tenir. Le lac a déjà accueilli des championnats du monde en 1997 et beaucoup ici s'en souviennent. Les organisateurs de 97 avaient laissé un souvenir inoubliable. Nombreuses années où j'étais en équipe de France et les athlètes du monde entier qui me demandaient d'où je venais en France et que je leur répondais que je venais d'Aiguebelette. Je voyais leurs yeux grandir et briller parce que pour tout le monde en 97 ça avait été déjà un souvenir inoubliable et extraordinaire. Donc c'est à la fois le challenge et l'idée c'est d'essayer de tenter de faire mieux en 2015. Pour les organisateurs, le défi est de taille, d'autant que c'est ici et maintenant que se jouent les qualifications au JO de Rio. Voilà, et puis en direct d'Aiguebelette, nous avons le plaisir d'accueillir un grand monsieur de l'aviron, Jean-Christophe Rolland, médaillé olympique à Sydney, parmi vos titres, et également président de la FISA, Fédération internationale des sociétés d'aviron. Alors, c'est bien parti, je crois. C'est très bien parti, effectivement. Aujourd'hui, une très belle journée, des conditions exceptionnelles et une organisation qui était là au rendez-vous pour que nos athlètes puissent s'exprimer dans les meilleures conditions, justement. Alors, on est un an avant les Jeux. Quel est l'enjeu, là, cette semaine, pour ces rameurs? Alors, ce sont des championnats du monde, mais en plus, une dimension supplémentaire, c'est qu'on a les places qualificatives pour les Jeux olympiques et paralympiques de Rio 2016. Alors, on a un certain nombre de quotas et les athlètes, non seulement vont essayer de briller pour avoir la meilleure place possible, mais vont essayer d'accrocher ce fameux ticket pour pouvoir participer à ce qui est, bien sûr, pour notre sport, l'événement ultime, ce sont les Jeux olympiques. Alors j'imagine que vous allez scruter l'eau avec attention. Quelles sont les nationalités qui vous font peur, Monsieur Rolland? Alors moi, je ne suis pas forcément légitime pour parler de l'équipe de France. En tant que président de la Fédération internationale, ce qui m'importe, c'est que ces championnats du monde soient réussis pour toutes les équipes. Alors si vous me demandez pour les Français, évidemment, j'ai quand même mon cœur avec l'équipe de prédilection. Donc voilà, bien évidemment. Donc je pense qu'on a une équipe de France qui a un énorme potentiel. Certains ne vont pas uniquement chercher une place qualificative pour les Jeux, mais bien le podium, voire le titre. Donc on a si je répète les paroles du président de la Fédération française d'aviron, Jean-Jacques Mulot, un espoir de, disons, 5 médailles. Et ce serait vraiment une belle réussite pour l'aviron français. Est-ce qu'il y a un avantage à ramer à domicile?
Je pense que oui, parce que d'avoir son public, d'être chez soi, d'être sur un site que l'on connaît bien, ça apporte forcément une dimension supplémentaire. Alors, à l'athlète de savoir la gérer, parce que c'est peut-être aussi une pression supplémentaire, mais il y a quand même quelque chose qui se passe. Et moi, si je me rappelle, même si ça fait 18 ans, les championnats du monde de 97, ici avec Belette, vraiment ça avait été pour nous une dimension extraordinaire d'être à la maison et d'avoir un titre à la maison. À noter qu'il y aura 5 titres handisport qui vont être décernés avec des qualifications pour les Paralympiques. Tout à fait. Pour nous, l'aviron, on a ce principe d'inclusion avec les championnats para-aviron qui se passent en même temps que les championnats valides. Et ça, c'est une des particularités de notre sport que l'on ne retrouve pas forcément dans les autres disciplines. Donc, on a à ce jour, effectivement, 5 disciplines dans le para-rowing avec uniquement 4 qui seront représentés aux Jeux Olympiques. Mais ils sont ici avec Belette, avec tous les autres. Et c'est vraiment pour nous très important, une dimension très importante. Merci Monsieur Roland. Alors demain les séries continuent avec les repêchages, les quarts de finale c'est mercredi et puis bien sûr les finales ce week-end à suivre sur France Télévisions. Grand merci à Nathalie Rapuc et Jean-Pierre Ardito pour ce direct. De l'eau à la glace, c'est très facile. Direction maintenant la Finlande qui accueille en hockey sur glace la Champions League. Nos envoyés spéciaux Johan Etienne et Yves Mariglo suivent les brûleurs de loup qui ont perdu hier soir. Après une entame de match timide, pauvre en occasion, il faut attendre la 14e minute et ce tir de Jonathan Harty, dévié par Christophe Tartari pour voir la partie se débloquer. Le portier finlandais est battu et les brûleurs attaquent idéalement cette rencontre. Mais après la pause, les Finlandais accélèrent. Métamorphosés, les joueurs d'Espoo étouffent leur adversaire et multiplient les occasions. Après ce but refusé par l'arbitre, car marqué avec le patin, les locaux ne mettent pas beaucoup de temps à trouver la faille. Espoo égalise à l'aide de Kim Hirschowitz. Le début de la fin pour Grenoble. 9 minutes après, les Finlandais prennent l'avantage sur ce tir de Pukula. Ils ont eu la possession du palais la majorité du match. On s'est bien défendu. Je pense qu'on leur donnait beaucoup plus l'extérieur. Ils ont eu beaucoup plus de tirs de l'extérieur de la ligne bleue que de tirs de l'enclave. Mais encore une fois, le deuxième tiers nous a fait extrêmement mal. Ils ont pris le rythme. On courait un peu partout, on courait plus après eux. Encore une fois, ça va être à nous de s'ajuster. Après la pause, les Finlandais en remettent une couche sur cette contre-attaque fatale. Mustukov est impuissant. Dès lors, Espoo déroule son jeu et pousse les Grenoblois à la faute. Sur une double infériorité numérique, les locaux en profitent et font le break. Là, au niveau comme ça ne joue pas grand-chose. Puis on voit l'équipe de Espoo, ça va vite. L'exécution, c'est pendant 60 minutes. Ils ont gardé le même tempo. Et enfin, mais il n'y a pas manqué grand-chose. Mais bon, comme je dis, en général, c'est bien. On est revenu à 4-2. On n'a jamais lâché. On a eu powerplay 5-3. On a eu une grosse occasion. Écoute, puis c'est bien. Franchement, il faut finir le voyage sur une bonne note. C'est super. Mais à la fin du troisième tiers, les brûleurs de loup n'abdiquent pas. Jonathan Harty réduit la marque pour Grenoble. Mais malgré de gros efforts pour revenir dans le match, le score en restera là, 4-2 pour les Finlandais. Je pense qu'on peut être fier de notre performance ce soir, tout le monde s'est battu. Après c'est dommage que le résultat ne soit pas un peu plus serré. Mais il nous reste un match à Grenoble, on va voir ce qu'ils font à Litvinov, mais tout est encore jouable. On va se battre jusqu'au bout. Il nous en reste un, on est en attente du résultat, mais même s'il venait à gagner le match, on aura à cœur de se donner à fond chez nous et d'essayer de gagner ce dernier match. Malgré cette nouvelle défaite, les brûleurs croient toujours en leur chance de qualification. Seul un faux pas des Finlandais face à Litvinov et une large victoire à domicile dans une semaine à Pôle Sud pourrait permettre aux Grenoblois d'aller plus loin dans cette Ligue des Champions. Et pour terminer, je vous propose un reportage pour comprendre pourquoi la Finlande et le hockey, c'est une histoire véritable de passion. Delvetuova, Suomen, bienvenue en Finlande. Nous nous trouvons actuellement à Espoo, situé à 15 km à l'ouest d'Helsinki, dans la province de Uusimaa. Avec près de 267 000 habitants, c'est la deuxième plus grande ville du pays, après Helsinki. Située sur la côte, à proximité de la mer Baltique, cette ville très industrielle est surtout une ville dortoir. Et comme partout en Finlande, ses habitants pratiquent beaucoup de sports. Alors si le football, le vélo, la voile ou encore le jogging sont bien prisés, c'est bien le hockey qui règne en maître. En Finlande, l'amour et la passion pour ce sport n'ont pas d'âge. Cela fait depuis l'âge de 6 ans que Mikko pratique ce sport. Aujourd'hui, il en a 43.
J'adore ce sport, c'est vraiment génial pour les personnes âgées comme moi. C'est un sport qui permet de garder une bonne condition physique. Avec plus de 65 000 licenciés et près de 276 patinoires, dont une trentaine en plein air, le hockey est depuis longtemps le sport le plus pratiqué, mais également le plus médiatisé devant le football. C'est avec la construction de patinoires que le hockey finlandais a acquis ses lettres de noblesse sur la scène européenne, comme ici à Espoo. La Barona Arena a été construite en 1998, et puis elle a été prévue pour accueillir les supporters toujours plus nombreux à admirer la beauté de ce sport. En Finlande, tout le monde joue au hockey. C'est vraiment un jeu marrant, un jeu de rapidité. C'est pas comme au football. Là, il y a des choses qui se jouent, des choses qui se passent en permanence. Le club d'Espoo Blues a connu une ascension fulgurante depuis sa fondation en 1984. Une évolution en constante progression grâce à une politique de formation et des moyens plus importants qu'en France. Dans notre système, quand les jeunes rejoignent une équipe, ils intègrent une sorte d'école du hockey à l'âge de 5 ou 6 ans. Par exemple, à Espoo, nous avons environ 2500 jeunes au sein de la formation des Blues, ce qui est beaucoup, et les enfants commencent à jouer au hockey dès l'âge de 5 ou 6 ans. Avec 8 clubs présents cette année en Ligue des Champions contre 2 en France, la Finlande prouve qu'elle est et elle restera une terre de hockey.